France Info, on est ensemble pour une demi-heure, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, avec Guy Birenbaum, et notre invité ce matin est candidat à l'élection présidentielle, président de l'Union populaire républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes candidat pour la première fois à l'élection Oui. présidentielle. Vous annoncez une surprise lors du premier tour de cette élection qui aura lieu le 23 avril. De quelle surprise parlez-vous ? Je pense que les résultats réels ne seront pas conformes aux sondages qui sont diffusés dans les grands médias. Et ce qui me permet de dire cela, c'est que d'une part, je vais sur le terrain, je réalise des meetings où il y a énormément de monde. À Lille, il y avait 1500 personnes, et pas seulement du monde, mais une grande ferveur. Et puis je suis abordé régulièrement dans la rue par des gens qui me disent « c'est formidable, continuez ». Et puis la deuxième chose C'est qui me les permet... électeurs, tout ça, à votre avis ? Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs parmi D'accord. eux. Je ne pense Ouais. pas que tous seront forcément électeurs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de monde à mes meetings, et beaucoup plus que aux meetings de personnalités peut-être plus connues. Et puis ce qui me permet de le dire aussi, c'est Internet. C'est sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un sondage où mon nom figure, eh bien, figurez-vous que je fais quand même des scores tout à fait spectaculaires. Combien ? Et pas seulement. Allez Combien ? regarder. Non, mais quel chiffre ? Non, Allez mais à Candidat 2017, par exemple, Quel c'est un chiffre, sondage où il y a des milliers de personnes qui s'expriment, mais vous allez voir. Et puis, par ailleurs... Vous pouvez pas le dire ? Non, je vais vous donner... Vous dites, on fait des chiffres tout à fait extraordinaires. Bah oui, donnez-le, voilà, c'est tout simple. Eh bien, il se trouve, par exemple, sur ce site Candidat 2017, où il y a à peu près 5000 personnes qui Oui. votent chaque jour, D'accord ? eh bien, j'arrive en tête, avec Vous arrivez en Mélenchon. tête. Voilà. D'accord, bon, d'accord. Je crois qu'on peut voter deux fois, pardon j'ajoute- monsieur et j'ai- Asselineau, je ne veux pas, deux ou vous trois, toucher, oui. mais on peut voter deux fois, trois fois. Ah non, autant de votes. Non, allez-y. d'accord. Mais Bon. c'est pour ça que je vous dis d'y aller, vous verrez que vous ne pouvez pas voter deux Alors, fois. vous- Et puis par ailleurs, il n'y a pas que ça. Ma chaîne YouTube, par exemple, la chaîne YouTube de l'UPR, on a dépassé les 11 300 000 vues, alors que par exemple, celle de M. Macron en est, je crois, à 1,5 million. Donc, une Donc surprise ce sont des sondages ce sont quand même pour des des mouvements. indices. Ce D'accord. sont des indices, voilà, qui me paraissent. Je ne dis pas qu'ils sont révélateurs nécessairement, qu'ils sont forcément statistiques, mais ils sont D'accord, révélateurs Guy de Birenbaum. tendances de fond de la société Et française. alors justement, cette tendance de fond, vous l'avez évoquée lors de votre meeting à Lille, et je vous propose que nous vous écoutions. Quand je suis arrivé à Orly, je suis sorti, j'ai cru un instant que j'étais Madonna. Vraiment ? Oui, je suis arrivé. Honnêtement, c'était le lendemain du débat. L'émeute, Écoutez, Ah moi, oui. j'ai connu quelque chose que je ne connaissais pas dans ma vie. d'accord. C'est arrivé dans un endroit public, un lieu public comme Orly, où il y avait plus de la moitié des gens qui se relevaient à mon passage, qui chuchotaient, qui voulaient prendre des selfies, venir me saluer, voilà. Et dans l'avion, tout le personnel de bord est venu me saluer. Et puis pendant le vol, il y a une hôtesse qui est venue me dire si vous avez été formidable hier au débat, on est tous derrière vous. Est-ce que je peux C'est avoir un l'effet autographe débat, donc. Je pense que le débat a joué un rôle important, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce débat a permis aux Français de découvrir qu'il n'y a pas 5 candidats, qu'il y en a 11, et que parmi les 6 autres candidats, ceux qui avaient été écartés de TF1, eh bien, il y en avait qui avaient des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Alors, D'ailleurs, parmi ce que vous dites, votre grand projet, c'est le retour au franc. c'est l'un des projets, c'est de revenir, de C'est créer tout de un même, nouveau franc. C'est Voilà. tout de même important, nous sommes d'accord. Ah oui, c'est Hein ? tout à fait essentiel. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Pour changer concrètement de monnaie, on imagine qu'il faut du temps, il faut retirer les vieux billets en circulation, il faut en mettre des nouveaux, c'est-à-dire faire fabriquer du franc. Ma question est assez précise. À partir du moment où, par hypothèse, vous êtes en situation de le faire, à partir donc du 8 mai, combien de temps il vous faut pour que le franc soit concrètement dans nos poches et utilisable ? 1 an, 2 ans ? Ah non, honnêtement, c'est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie que d'entrer dans une monnaie. Parce que pour entrer dans la monnaie européenne, il avait fallu, rappelez-vous, pratiquement une décennie pour essayer de faire une convergence des économies. Non, mais il faut Là, fabriquer des billets, il faut sortir les anciens, il faut mettre les nouveaux Ça, en circulation. honnêtement, ça peut se faire très très rapidement. Ça a Combien de déjà temps été fait. Vous allez sourire, mais ça peut se faire en l'espace de 3 jours. Il Trois suffit. jours Oui, D'accord. oui, Vous parce faites que fabriquer le... On va vérifier, c'est intéressant. Vous faites non, fabriquer ça en attendez, 3 jours. pas imprimer des nouveaux billets, Hmm. mais ce qui se fait dans ce genre de situation, ce qui s'est déjà fait de nombreuses fois, par exemple lors de l'éclatement de la couronne austro-hongroise, vous savez, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont éclaté. Par exemple, l'Empire austro-hongrois, par exemple l'Union soviétique, etc. Et à ce moment-là, très rapidement, on crée des monnaies. Alors, l'affaire des billets est presque un détail, mais ça n'est pas tout à fait un détail. Ce qui se passe dans ce genre de situation, en cas d'urgence, c'est que pendant un week-end ou pendant 4 ou 5 jours, on met des coups de tampon ou des timbres secs sur les billets existants, par exemple dans les banques qui travaillent par exemple plusieurs week-ends, et puis qui montrent que ce sont des billets qui sont devenus des billets de francs, le temps d'imprimer des nouvelles coupures. Vous n'avez pas peur Le que temps- ça affole les gens, que je sais pas... Non, mais moi, ce qui devrait C'est affoler... compliqué de toucher à la monnaie, il faut avoir des projets. Mais attendez, Il faut que ça soit fait sérieusement, autrement qu'avec des tampons. on non, mais imagine. après le temps... Mais c'est ce qui s'est fait très souvent, c'est ce qui s'est fait Oui, dans vous ce genre de citez situation. l'Empire austro-hongrois, mais...
Ben, c'était au début du XXe siècle, mais je peux dire, écoutez, toutes les monnaies... Attendez, au-delà de ce détail, pourquoi toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont-elles explosé? C'est quand même ça la réalité. En réalité, une monnaie, c'est une solidarité nationale éprouvée par un peuple. Et on n'en sort pas. Le problème qui se pose avec l'euro, c'est pas d'en sortir, c'est d'y rester. Parce que le débat n'a jamais eu lieu encore pendant cette campagne. C'est vrai que c'est un débat technique, mais il faut savoir qu'actuellement, on assiste à une divergence considérable des soldes Target 2. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous pouvez. Je peux vous montrer ça. On le C'est voit. un graphique que tous les Français devraient avoir à l'esprit. On a ici l'évolution depuis l'entrée de l'euro. Ça, c'est le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro au bénéfice de l'Allemagne. Et ça, c'est au détriment de l'Italie et de l'Espagne. Donc il faut savoir qu'il y a 800... ça monte beaucoup pour nos auditeurs, ça monte beaucoup du côté des Allemands. côté Ça veut des dire Allemands, quoi? Ça Mais descend beaucoup. ça, c'est Ça veut dire qu'avec la même monnaie que nous, ils sont meilleurs. Mais c'est pas un problème de monnaie, c'est un problème de compétence de l'économie. Non, c'est un problème de monnaie parce que vous avez beau dire que les Allemands, les Grecs, les Italiens, les Espagnols doivent avoir la même monnaie, vous ne ferez pas en sorte de changer comme ça par un coup de baguette magique les Grecs, les C'est Espagnols Marine en Le Pen allemand. qui vous l'a donné parce qu'elle montre assez souvent le même genre de courbe. Non, mais Madame Le Pen, d'abord, n'y connaît vous la rien. copiez, Deuxièmement, peut-être. elle demande à Monsieur Philippot de venir copier, mais tout le monde le sait, de venir copier il vous a un copié, certain nombre de il mes vous a informations. copié. Nous avons à Méchant. l'UPR notre responsable des questions monétaires, excusez-moi de le souligner, Vincent Brousseau, normalien, docteur en maths et docteur en économie, a passé 15 ans à la BCE et 6 ans au service de la politique monétaire. Moi, je sais de quoi je parle. Et moi, je suis un Français. Je suis français, je suis père de famille, j'ai un appartement à Paris. Quel J'ai rapport mis- avec la monnaie unique? Eh ben, le rapport, c'est que je ne suis pas. Si je propose aux Français de sortir de l'euro, c'est pas par fantaisie. C'est parce que j'ai peur pour mes économies et que je veux voir baisser le chômage. Parce que notre monnaie actuelle est une monnaie surévaluée. Nous ne pouvons pas, sur longue durée, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça creuse nos déficits commerciaux, ça fait exploser les excédents commerciaux de l'Allemagne, et surtout notre monnaie étant trop chère, ça fait augmenter continuellement le chômage. Moi, si nous sortons de l'euro pour recréer un franc qui perdra 10%, nous allons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs. Quand on n'avait pas la même monnaie que l'Allemagne, les choses n'allaient pas mieux. Ah si, il n'y avait Entre pas... le marque et le franc, non. on dévaluait tout le temps et il réévaluait tout le temps. Oui, Oh, mais voilà. c'était... Si vous avez de la mémoire, et sans doute vous en avez, vous ne pouvez pas me contredire sur ce C'est point. exact, mais c'était pendant les 30 Glorieuses où les Non, Français... non, par les années 80-90. Mais écoutez, nous avons pas les vu... 30 glorieuses, non, mais non, attendez, allez donc dire aux Grecs et aux Non, mais Espagnols et vous aux parlez, Italiens... vous parlez des différences de monnaie. Quand les Allemands avaient le marque et nous le franc, ça n'allait pas mieux. Si, parce que ça, je persiste et sim, ça a été pendant la période des 30 Glorieuses, Non, cela non, ne non, pas, non, non. si, Non. et les Français se sont très bien portés. Nous avons vu le Monsieur chômage exploser depuis l'euro, et ça va Bon. continuer. Et cette discussion reprend dans une minute. Il est 8h41, Léo Chapuis pour l'essentiel. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de l'attaque de Dortmund. Aucune revendication pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont bien les footballeurs qui étaient visés hier soir. 3 explosions au passage de leur bus qui les emmenait au stade pour affronter l'AS Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Un joueur et un policier ont été blessés dans cette attaque. Le match doit en principe se jouer ce soir à 18h45. Dans l'actualité aussi, la mise en examen de 3 joueurs de rugby de Grenoble. Ils sont soupçonnés d'avoir violé une jeune femme rencontrée en discothèque à Bordeaux après un match de championnat. Et puis le cyclone a finalement fait un mort en Nouvelle-Calédonie, un homme de 73 ans qui est sorti de chez lui pendant la tempête. Il a été emporté par une rivière en crue, il est mort noyé. France Info. Invité politique ce matin sur France Info, c'est François Asselineau et la question c'est vous, Gilles Bernstein. Alors vous trouvez donc que l'euro est trop cher. Si on sort de l'euro, vous estimez que la dévaluation du futur franc par rapport à l'euro sera de 10%. Pourquoi 10%? D'où vous sortez cette évaluation? Enfin, d'où ça vient? Alors, ça vient, je ne vais pas vous remontrer mon graphique, mais c'est un graphique qui trace l'évolution de solde de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro. Ça n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, c'est ING, c'est Nomura, c'est Le Natixis. Fonds monétaire international a fait une étude sur la Oui, sortie du oui, franc. absolument. Et qui ont Sur la sortie estimé, de l'euro. qui ont estimé que le franc serait... que le manque de compétitivité serait de l'ordre de 6 à 10%. Donc en fait, lorsque l'euro explosera... Le manque parce de que, compétitivité, c'est pas la même chose. oui, lorsque l'euro D'accord. explosera, C'est pas la même chose. lorsque l'euro explosera, parce que D'accord. l'euro va exploser, quel que soit le président qui sera élu, l'euro finira par exploser. Donc lorsque l'euro explosera, le nouveau franc perdra sans doute à peu près une dizaine de points par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar.
Le marque nouveau prendra à peu près 15 à 20%. La drachme nouvelle perdra à peu près 40 à 50%. Attendez, mais quoi, l'Allemagne va repasser aux marques parce que nous serons repassés au franc? Mais vous savez, les Allemands, c'est ce qu'ils souhaitent, parce que l'augmentation que je vous ai montrée, le chiffre, la Bundesbank sort tous les mois le nouveau chiffre. Ils ont sorti le dernier chiffre, c'était avant-hier, 829, mon graphique est déjà périmé, 829 milliards d'euros venus des pays du Sud. Et contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ça ne plaît pas du tout aux Allemands, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent qui vient se réfugier en Allemagne, parce que les partisans, les grandes fortunes des pays du Sud savent que lorsque l'euro explosera, il vaut mieux avoir des comptes en Allemagne qui seront transformés en marques. Eh bien, tout ceci, ça se traduit par une augmentation des créances de la Bundesbank sur les banques des pays du Sud, ce dont ils ne veulent absolument pas, puisque ça fragilise le bilan de leur banque centrale. Vous proposez dans votre programme de faire un référendum sur la dette publique. Quelle est la question que vous posez aux Français? Alors, il y a 3 grands débats qui taraudent la société française. Il y en a bien d'autres, mais 3 débats quand même plus particulièrement. C'est l'immigration, c'est le modèle énergétique, pour ou contre l'énergie nucléaire, et c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette publique, quelle est l'origine de la dette. C'est effectivement vos 3 grands débats, Ouais. mais la question, c'est quoi? Quelle question sur la dette? Alors, je ferai un grand débat sur la dette en disant, écoutez, un débat, ça veut dire un débat, ça veut dire Quelle est la question? un référendum. Quelle est la question posée? Un débat, ça sera par exemple pendant plusieurs mois, on fera venir Bien des sûr. experts et on présentera aux Français, voilà l'origine de la dette, qu'est-ce qu'on fait avec la Mais dette, quelle quelles sont sera les la propositions. question à la fin Eh bien, les Posez quoi? propositions, ça sera des questions avec un choix, parce que je veux faire des référendums. Lequel? Eh bien, Donc on il faut demandera, modifier le référendum. Est-ce qu'on oui. rembourse la dette ou pas? Ça sera, effectivement, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez qu'on continue comme ça, c'est-à-dire où le service de la dette prend, une part colossale du budget de l'État? Est-ce que vous souhaitez que la France entame des négociations pour renégocier la dette, pour avoir une partie d'annulation de la dette, comme l'a fait la Grèce, par exemple avec la Troïka? ouais. Est-ce que vous Avec le voulez succès que l'on aller sait. vers un système de prétendre que c'est une dette odieuse? Vous connaissez le concept de dette odieuse. Mais, en fait, C'est aux Français de dans un décider. référendum, on ne pose pas des questions techniques, on pose des questions Oui, politiques. politiques. Et surtout pas à choix Quelle est la multiple. question politique que vous vous souhaitez posez, poser oui. aux Français vis-à-vis de la dette? C'est simple, un Mais référendum, ça- c'est non, binaire. mais justement, moi, c'est ce que je ne veux pas. Non, Moi, je mais- m'adresse, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. On est au 3e millénaire. Hein. On n'est plus en 1950. Maintenant, les gens sont de. Moi, je m'adresse à l'intelligence de mes concitoyens et je veux faire des référendums où on leur pose des questions techniques. Non, mais un référendum sur la dette, c'est est-ce qu'on continue à rembourser ou pas? Enfin, il faut que ça soit simple, sinon. Mais on pourra leur c'est dire. pas- Écoute, mais pourquoi prenez-vous les Français pour des demeurés? Mais on peut ne les très prend pas bien- pour des demeurés. Est-ce que c'est pas vous qui les prenez pour des demeurés? Ne nous imputez pas quelque chose. Non, non, mais je sais. Un référendum, c'est simple, c'est oui ou Écoutez, c'est non. non, attendez, c'est monsieur vous qui utilisez le référendum, c'est pas Monsieur nous. Apathy, vous vous êtes fait remarquer il y a quelques mois en disant que vous ne croyez pas dans le suffrage universel. Moi, je crois dans le suffrage universel. J'ai changé d'avis, j'y crois. Ah bon, vous y croyez. Et Ne- vous voulez plus... Évacuons le débat. D'accord, vous ne voulez plus raser... J'ai changé d'avis, Vous ne voulez plus raser le château de Versailles. J'ai changé d'avis sur tout, monsieur. Bon, mais d'accord. Je ne suis pas candidat à l'élection Bon, présidentielle. eh ben moi, C'est je vous n'ai qui pas l'êtes. changé d'avis. Je Très pense bien, qu'il faut demander bravo. aux Français, par exemple, pourquoi on ne leur demanderait pas? On ne leur demanderait pas, est-ce que vous voulez, par exemple, 3 choix, est-ce que vous voulez Il va falloir monter le lien, modifier. ce que deux, je- Donc on va parce qu'en modifier. général, on Oui, est- mais de toute façon, j'ai des projets de Voilà, modification vous allez constitutionnelle. devoir modifier la Constitution. Absolument, Nous sommes avec un d'accord. référendum d'initiative Voilà. populaire que je propose aux Français, et avec également un référendum dont disposerait le chef de l'État. Actuellement, le référendum a mauvaise presse dans notre pays parce que tout le monde pense au plébiscite de la famille Napoléon et la façon dont pouvait Oula, l'utiliser non. Charles Non, de moi, Gaulle. Non, non, là, non, j'y on va pas à l'instant, jusque-là. j'y pensais pas. Non. Moi, je voudrais un référendum où le président de la République pose honnêtement des questions aux Français sans que lui prenne parti. Et il dit, écoutez, moi je ne prends pas parti, mais voilà les choix qui Mais vous est-ce sont que le à faire, rôle c'est à d'un vous de décider. politique, monsieur Asselineau, pardon, et d'un président a fortiori, c'est pas justement de prendre parti et de dire voilà ce que je ferai? Non, le rôle du président de la République, il est fixé par la Constitution française. Il est le garant de l'indépendance nationale. Mais si les Français, Donc- dans un référendum, font un choix qui ne vous convient pas, parce que vous aurez une opinion sur la dette. Alors, si les Français font un choix qui ne vous convient pas, vous allez faire une politique qui ne vous convient pas? J'ai déjà dit, je C'est curieux répète, comme j'ai déjà dit, conception du pouvoir. non, j'ai déjà dit et je répète. Écoutez, c'est quand même ce qui s'est passé avec Jacques Chirac en Non, 95. mais on parle de vous, là. En- mais excusez-moi, on parle de vous. oui, mais Chirac en 2005, il a fait un référendum. Il a appelé les Français à voter oui au référendum sur la Constitution européenne. Les Français ont dit non, il est resté. Ça veut dire Moi, que- je dis Et, qu'il et de Gaulle n'était pas resté. je dis oui, parce que Voilà. je dis que le président de la République devrait avoir à sa disposition 2 types de référendums. Celui où il engage sa responsabilité, où il appelle les Français à voter oui, et puis si les Français votent non, il est contraint à la démission. C'est ce qu'avait fait De Gaulle en 1969, c'est ce que n'a pas fait Jacques Chirac en 2005. Non, on Mais parle de vous, je hein. dis aussi que le président de la République ne doit pas être nécessairement le Deus ex machina, le monarque qui décide de tout, et que honnêtement, il peut demander l'avis des Français. Par exemple, sur l'affaire de l'immigration,
Moi, je pense que c'est aux Français de décider s'ils veulent Mais- ou non sortir de Schengen. Et moi, je suis en faveur d'un débat national où on explique aux Français, ou sur le nucléaire, c'est pareil, Mais- on explique aux Français, voilà les avantages, voilà les inconvénients, maintenant, c'est à vous de Alors, décider. Mais En revanche, Monsieur Guy Birindeau. Asselineau, le rôle du président de la République, c'est de décider qu'il faut dénationaliser TF1. Renationaliser, pardon. Oui, parce que le président de la République est le garant Oui. de l'indépendance nationale. Il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité Et vous voyez de bien l'État. le paradoxe. C'est quand même très paradoxal de vouloir aller aussi pointu que sur les médias et de laisser les gens se débrouiller dans les questions au référendum. Non, mais je ne laisse pas les gens se débrouiller. J'ai dit qu'il y avait 3 grands sujets. bien J'ai pas compris. dit sur tous les sujets. J'ai 3 grands sujets. Ne Sur les restez pas sujets dans la mineurs, vous avez caricature. des En opinions. revanche, effectivement, j'ai proposé dans le programme, parce que je pense que ça correspond aux souhaits profonds des Français. Les Français veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale Et et quel qui rapport combat, avec et qui TF1? combat les grandes féodalités Dans de les, son dans les époque. grandes nationalisations, pardon Jean-Michel, à quoi ça sert de nationaliser TF1 en fait? Attendez, et pourquoi vous voulez renationaliser TF1 afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français? Donc dis donc, Eh ben oui, TF1, c'est pas parce que terrible aujourd'hui, hein. C'est d'abord, abétissant TF1. oui, pour une large part, je suis Ah, désolé c'est de vrai le dire. Vous Pour leur une avez dit large ça part. quand vous avez été invité sur TF1? Oui, mais je leur ai dit. Ah, vous leur avez dit qu'ils TF1, étaient j'étais hier abétissants? soir. Mais écoutez, attendez, mais moi, j'ai pas peur, je ne vais pas me laisser intimider. Non, mais vous Attendez. leur avez dit hier soir qu'ils étaient Les abétissants? Français sont en train de choisir un chef de l'État. C'est dommage Et un chef que vous de y alliez l'État, pas ce soir, laissez-moi tiens. parler. Oui. Les Français sont en train de choisir un chef de l'État qui doit défendre leurs intérêts face aux grandes puissances de ce monde, face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, face à Xi Jinping. Et moi, je devrais me mettre à 4 pattes, me cacher sous une tête de peur parce que j'ai affaire à la rédaction de TF1. Non, je dis à TF1 ce que j'ai à dire à TF1. TF1 a été privatisé en 1986. Il y avait un cahier des charges culturelles. Ils ne l'ont pas respecté. J'estime que TF1 doit être renationalisé. Mais vous savez, en Angleterre, la BBC One est une entreprise nationalisée. Au Japon, c'est la service NHK public. Et avec également. quel Service argent? Donc public. vous allez verser de l'argent de l'État à la famille Bouygues. On va racheter la TF1, ça vaut 2 milliards d'euros. Oui, c'est pas C'est beaucoup, hein. non? Sortir de l'Union européenne va nous rapporter 34 milliards d'euros par an. Et avec ça, Donc on rachète avec cet TF1. argent, je vais hop, faire beaucoup de... Chez Bouygues. Comment? Avec ça, on rachète TF1. Voilà. On y revient dans une minute, si vous le voulez bien, monsieur Asselineau, les 8h50. Et voici Léo Chapuis. Pour la police allemande, ça ne fait aucun doute. L'équipe de football de Dortmund était bel et bien visée hier soir. 3 explosions au passage du bus qui emmenaient les joueurs au stade pour affronter l'AS Monaco en Ligue des Champions. Une lettre de revendication a été retrouvée. Elle est en train d'être analysée par la police. Le quart de finale doit se disputer en principe ce soir à 18h45. Le président chinois tente de calmer le jeu ce matin entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il appelle à une solution pacifique autour du nucléaire alors que le ton monte. Les Américains se disent prêts à régler le problème tout seuls. Ils ont envoyé sur place un porte-avions. Pyongyang se dit prêt à la guerre. Et puis dans l'actualité aussi, des centaines de migrants ont disparu dans la nature et ont sans doute passé la nuit dehors après l'incendie qui a détruit le camp de Grande-Sainte près de Dunkerque. Sur les 1500 réfugiés, 1 millier ont été accueillis dans des gymnases. Certains vont commencer à partir d'aujourd'hui à être transférés dans des centres d'hébergement partout en France. France Info. François Asselineau est avec nous sur France Info. Ce matin, question Guy Birenbaum. Alors, dans la partie garantir la santé pour tous de votre programme présidentiel et législatif, je me suis intéressé avec mes camarades au point 92. J'aimerais que vous nous l'expliquiez. Engager des poursuites judiciaires contre les officines et les sociétés orchestrant de grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Je n'ai pas tout à fait compris de quoi il était question. Oh, c'est très simple. Je visais tout particulièrement le scandale qui a concerné le Tamiflu. Voilà. Vous vous rappelez ces grandes pandémies qu'on nous a fait valoir, notamment sur l'affaire de la prétendue grippe aviaire, puis la prétendue grippe porcine. Je rappelle que successivement, à 3 ans d'écart, le gouvernement de Dominique de Villepin avait acheté pour 180 millions de doses de Tamiflu et qui n'en servi de rien. Et ça, c'était sur fonds publics. Et puis, 3 ans après, c'était Mme Roselyne Bachelot qui avait acheté pour 1,8 milliard de doses de Tamiflu, Donc- c'est-à-dire le budget de l'INSERM. Et bien, moi, je dis que là-dedans, ça nécessite qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, parce qu'on sait que tout ceci a été très largement orchestré par des entreprises qui orchestrent des Et vous familles. voyez d'autres grandes peurs collectives, puisque c'est votre expression qui pourrait amener De à façon plus générale, je pense qu'il faut il faut soustraire les grandes décisions de la santé au poids des laboratoires pharmaceutiques, qui ont pris un poids excessif et qui nous entraînent parfois dans des déficits abyssaux. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux.
Les propositions que je fais, c'est qu'elles sont fondées sur des D'où faits. la question qu'on vous pose. Eh bien oui, elles sont fondées sur des faits. Nous devons à la fois rétablir la France, parce que lorsque je propose, par exemple, de porter le SMIC à 1 300 € par mois, lorsque je propose qu'il y ait un minimum vieillesse absolu de 950 € par mois, Je vous demandais quelles autres grandes peurs collectives vous envisagez. On parle du SMIC. Eh bien, oui, mais j'aimerais, parce que le temps passe. Ah j'aimerais, oui, enfin, je vous ai répondu. J'aimerais, par exemple, que l'on engage des poursuites contre le laboratoire Roche et que l'on voit ce qui s'est passé. Et également contre les entreprises comme Hill Knowlton ou Burson Marsteller, qui appartiennent au groupe américain WPP, au groupe anglo-saxon, et qui sont spécialisés dans ce genre d'opérations. On vous accuse aussi souvent, monsieur Asselineau, de favoriser des thèses complotistes. Vous avez déclaré sur TF1 « J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatise les Français qui ont le droit d'avoir des doutes. » Oui, c'est le principe même des doutes. C'est le principe même du doute. Vous savez, Attends, excusez-moi. On ne va pas parler de la philosophie du doute, mais de quoi vous doutez-vous, François Asselineau ? Eh bien, par exemple, de l'affaire syrienne. Là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Et vous n'y croyez pas ? Eh bien, moi, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous donne... Nous savons, le chat est chaud et craint l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive qui étaient prétendues être de Saddam Hussein. C'était pas de l'eau froide, là. C'est pas très habile. Oui, mais attendez... Il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas ? Non, mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a des armes chimiques chez Saddam Hussein ou pas ? Eh bien, écoutez, chez Bachar el-Assad. Moi, ce que je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Ghouta, le massacre de la Ghouta en août 2013. Oui. Eh bien, le rapport très récent, 4 ans après, du MIT, c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar el-Assad, je suis là pour dire la vérité. Mais si, allez vous renseigner. Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Et par ailleurs, mais allez vous renseigner. Je suis persuadé, vous savez, qu'il n'y aura pas de suite à ça, parce que vous allez vous renseigner, vous allez découvrir que mes informations sont justes et que d'un seul coup, tout le monde va se taire. Vous avez des informations, monsieur Asselineau, des informations selon lesquelles Bachar el-Assad n'aurait pas utilisé d'armes chimiques. Vous dites clairement c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, je dis vous avez des informations sûres comme quoi c'est lui ? J'entends ce que dit la communauté internationale. Non, c'est pas la communauté internationale. Ce sont les États-Unis d'Amérique plus un certain nombre de médias occidentaux. La communauté internationale, c'est 195 pays du monde aux Nations Unies, et derrière, il y a la Russie, la Chine et 140 pays du monde qui ne sont pas d'accord. Comment ça se je passe ? Ne dis pas que les médias mentent, je dis qu'en l'espèce, les États-Unis d'Amérique, M. Trump a envoyé des missiles sur la Syrie. Il n'en a pas le droit au regard du droit international. Il n'y a pas d'État qui a le droit de se faire justice soi-même. Sinon, c'est la loi de la jungle. Et il n'y a pas d'État qui a le droit de tuer toute une partie de son peuple. C'est exact, mais ça, il faut encore le prouver. Vous pensez que les massacres en Syrie... Mais encore une fois, en 2003... Non. Mais moi, je parle... Là, on parle de la Syrie. Oui, mais moi, je parle de 2003. Des 200, 300, 400 000 personnes qui sont mortes. Moi, je parle de 2003. Mais pas de la Syrie. Je parle de 2003. Rappelez-vous, Jacques Chirac... C'était il y a 15 ans. Mais... je peux parler ou pas ? Sinon, bien je sûr, m'en vais. Mais on peut vous poser des questions. En 2003, il y a eu des armes prétendues de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre l'Irak. Rappelez-vous, le secrétaire, M. Colin Powell, secrétaire d'État, qui à l'ONU avait osé agiter une fiole en disant c'est le bacille du charbon. Les États-Unis sont intervenus, avec d'ailleurs une partie des États membres de l'Union européenne, mais pas la France, parce que Jacques Chirac avait dit non, justement parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Le résultat, après 10 ans, c'est quoi ? 1, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Les seuls qui en avaient, c'était les États-Unis eux-mêmes. 2, il y a eu plus d'1 million de morts, et c'est un pays ruiné, et c'est un pays où se développe le terrorisme. C'est ça que vous approuvez ? Eh bien, ça, sur l'affaire syrienne, il y a eu la destruction des armes chimiques qui a été faite en Syrie à la demande de la Russie et avec le contrôle des Nations Unies. Est-ce que tout a été détruit ? Je n'en sais rien. Mais vous non plus, vous n'en savez rien. Et vous voulez m'intimider pour dire que... Pas du tout, vous voulez m'intimider pour me dire que les États-Unis veut vous intimider, c'est monsieur. une tentative vaine à laquelle Personne ne veut vous Non, parce que je suis comme l'aurait été Charles de Gaulle en l'espèce. Je ne me laisse intimider par personne. Moi, je suis pour que la France soit le porte-parole du droit international. Le droit international n'est pas à géométrie variable. Est-ce que ça veut dire, du coup, vous parlez qu'il faut de renouer avec une politique de paix dans votre programme, est-ce que ça veut dire qu'il faut parler avec Bachar el-Assad ? Vous dites qu'il faut parler avec les Russes, avec la Turquie, on parle avec Bachar aussi. La solution, elle peut venir de Bachar. On parle avec tout le monde. D'ailleurs, écoutez, il y a encore une dizaine de jours, c'était pas moi qui le disais, c'était le président des États-Unis soi-même, qui, soit dit en passant, me paraît être une espèce de Tsipras américain, c'est-à-dire
qui fait un revirement complet par rapport à ses promesses électorales. Moi, je veux effectivement qu'on parle avec tout le monde. On va quand même pas lancer la France, par exemple, dans un risque de guerre avec, à terme, la Russie, qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Dernière question, hyper vite. Oui, en cas de deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui est l'hypothèse la plus couramment admise aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Je pense que d'abord, ça ne sera pas le deuxième tour, n'opposera pas Mme Le Pen à M. Macron. D'ailleurs, bien audacieux est celui qui peut savoir qui oppose qui sera présent au deuxième tour. Si c'était le cas, vous pourriez voter pour Marine Le Pen? Mais écoutez, je verrai. Vous l'excluez pas? Vous l'excluez pas? Si j'étais Madame Le Pen, je ne ferais pas ce que je fais. Madame Le Pen. Non, c'est pas la question. Vous êtes pas. Mais Madame Le Pen ne propose pas de sortir. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Et par ailleurs, Madame Le Pen a toute une volet de son programme qui est l'antithèse de. Vous n'excluez pas de voter pour Madame Le Pen au deuxième tour? Si, tout à fait. J'exclus de voter pour Madame Le Pen au deuxième tour. C'est dit. Merci, monsieur. Et merci à tous. On se retrouve demain.